L'eau, c'est la vie, non? Elle dessine nos paysages, elle nous fait vivre, mais cette même force peut tout reprendre, d'un coup. Elle nous rappelle, de façon parfois brutale, que c'est elle qui a le dernier mot. Alors on va essayer de comprendre ensemble ce phénomène, ce face-à-face entre la nature et nous. Regardez cette image. Elle dit tout en fait. C'est exactement ça, la tension dont on parle. L'eau qui donne la vie et l'eau qui peut tout balayer. Une inondation, au fond, c'est pas juste trop d'eau, c'est un vrai conflit. Un conflit entre la place dont la nature a besoin et la place qu'on a décidé de prendre. 20 000. Ce chiffre, il fait froid dans le dos. C'est pas une statistique abstraite, hein. C'est le nombre de personnes qui perdent la vie chaque année à cause des inondations dans le monde. Ça en fait la catastrophe naturelle la plus mortelle, de loin. Un rappel, année après année, de la force de l'eau. Et puis, il y a le coût. 250 millions d'euros. Et ça, c'est juste la moyenne annuelle, en France. Une somme absolument gigantesque. Ça donne une idée de notre vulnérabilité, de la fragilité de tout ce qu'on a construit. Bon, voilà, le décor est planté. On parle d'un problème qui est à la fois humainement tragique et économiquement désastreux. Maintenant, allons voir d'un peu plus près à quel point ça nous concerne. Et attention, on ne parle pas d'un risque qui serait lointain, qui ne toucherait que les autres. Non, non. En France, une commune sur 3 est exposée. 1 sur 3. Et ça représente 2 millions d'habitants. Pour des millions de personnes, ce n'est pas de la théorie, c'est une réalité potentielle. Alors là, on touche à un point essentiel. C'est quoi le risque ? En fait, le risque, ce n'est pas juste la crue, l'eau qui monte. Le vrai risque, il naît au moment où on décide de construire des maisons, des routes, des usines, là où la rivière a l'habitude d'aller. C'est la rencontre entre un phénomène naturel, l'aléa, et ce qu'on a mis sur son chemin, les enjeux. Ok, on a défini le problème. Maintenant, la question c'est comment ça marche concrètement? Comment une rivière, qu'on voit toute calme la plupart du temps, peut se transformer en monstre dévastateur? Eh bien, 99% du temps, une rivière reste sagement dans son lit. C'est ce qu'on appelle le lit mineur. C'est son chemin de tous les jours, son couloir habituel. Tranquille. Mais parfois, quand il pleut un peu plus, elle sort de son lit habituel. Elle s'étale un peu, elle va occuper ce qu'on nomme son lit moyen. C'est la zone juste à côté, souvent là où il y a la végétation des berges. C'est un espace qu'elle aime bien reprendre de temps en temps. Et puis, il y a les crues exceptionnelles. Et là, la rivière montre son vrai visage. Elle ne se contente plus du lit moyen, non. Elle reprend tout son territoire, tout son champ d'expansion historique. C'est ça, le lit majeur. C'est son domaine à elle, dans sa totalité. Cette phrase, elle est parfaite. Elle résume tout le problème. En s'installant dans le lit majeur, on s'installe dans la rivière. On voit le changement de perspective. Ce n'est pas la rivière qui vient chez nous, c'est nous qui avons construit chez elle. Ça change tout. Alors, attention, une inondation n'est pas l'autre. Il y a en gros 3 types. D'abord, les inondations de plaine. L'eau monte doucement, mais partout. Ensuite, les crues torrentielles, souvent en montagne. Là, c'est soudain, rapide, hyper violent. Et enfin, le ruissellement, typique des villes. Le sol n'absorbe plus rien, les égouts débordent et c'est la rue qui devient une rivière. Un point important pour tordre le cou à une idée reçue, la fameuse crue centennale. Ça ne veut pas dire qu'elle arrive tous les 100 ans, pile poil. Pas du tout. Ça veut dire que chaque année, il y a une chance sur 100 qu'elle se produise. C'est une proba. Donc on pourrait très bien en avoir 2 en 10 ans ou pas une seule pendant 2 siècles. Jusqu'ici, on a vu que l'inondation, c'est un phénomène naturel. La rivière vit sa vie. Mais, et c'est un gros mais, il est temps de parler de notre rôle là-dedans. Comment est-ce qu'on arrive à aggraver la situation ? C'est la question finalement. Si c'est naturel, pourquoi est-ce que ça devient de pire en pire? Eh bien, c'est là qu'on entre en jeu. Le premier coupable, c'est ça, l'urbanisation. C'est assez simple à comprendre en fait. Partout où on met du béton, de l'asphalte, l'eau ne peut plus s'infiltrer dans le sol. Alors que fait-elle? Elle ruisselle. Et elle ruisselle beaucoup plus vite, elle arrive en masse dans les rivières et paf! Ça crée des crues éclairs bien plus hautes et bien plus dangereuses. Mais ce n'est pas tout, loin de là. On fait d'autres choses qui n'arrangent rien. On supprime les zones où la rivière pourrait déborder tranquillement, on transforme les cours d'eau en autoroutes rectilignes, du coup l'eau file encore plus vite, on construit des digues en se disant on est protégé, mais quand ça lâche, la catastrophe est encore plus grande. Et je ne parle même pas de la déforestation ou de certaines pratiques agricoles. Bref, on a tout fait pour se rendre plus vulnérable. Et l'histoire, elle, n'oublie pas. Elle est là pour nous le rappeler. La Grande Crue de Paris en 1910, le Tarn en 1930, la plus meurtrière du siècle en France, Vazon-la-Romaine en 92, une violence inouïe, le Rhône en 2003. Ces événements, ce sont des cicatrices dans notre histoire qui nous montrent que ce risque n'est pas nouveau. Bon, le constat est assez lourd. On a un risque qui est là, qui est bien réel et qu'on a nous-mêmes aggravé. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on est condamné à subir? Heureusement non, il y a des solutions. La vraie question au fond, ce n'est plus de savoir comment on peut battre la rivière, comment on peut la contenir. Ça, on a vu que ça avait ses limites. Non, la question c'est comment vivre avec l'eau. Et ça demande de changer complètement de mentalité.
On passe d'une logique de défense à une logique d'adaptation. La première arme qu'on a, c'est l'anticipation, la prévision. Aujourd'hui, on surveille la pluie qui tombe, le niveau des rivières en permanence. Ça permet aux autorités de lancer des alertes. Ces cartes de vigilance qu'on voit à la météo, ce sont des outils absolument cruciaux pour se préparer. Mais l'État ne peut pas tout faire. Chacun a un rôle à jouer. À l'échelle individuelle, c'est possible d'agir. Étape 1, savoir. Est-ce que ma zone est à risque? C'est la base. Étape 2, se préparer. Avoir un plan familial, on fait quoi si ça arrive? On va où? On appelle qui? Et enfin, étape 3, réduire sa propre fragilité. Ça peut être des choses toutes simples, comme des petites barrières. Et surtout, avoir un kit d'urgence prêt, au cas où. Et c'est ça le message clé à retenir. La sécurité face à l'inondation, c'est l'affaire de tous. C'est une chaîne. Ça part des services de l'État qui prévoient, ça passe par les mairies qui gèrent l'urbanisme, et ça va jusqu'à chaque citoyen, chaque citoyenne. Chacun est un maillon essentiel de cette chaîne de protection. Au final, on sait. La connaissance, on l'a. La science nous explique le pourquoi du comment, l'histoire nous montre les conséquences. La seule question qui reste, et elle est pour nous tous, c'est est-ce qu'on est vraiment prêt à s'adapter? Prêt à changer nos manières de faire pour apprendre à vivre avec l'eau et non plus contre elle?